Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence man. Essaie de Christophe Dominici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bogman. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cet épisode numéro 20 du Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous savez ce qui va pas, monsieur Duss? C'est le planté du bâton. Si vous avez pas la référence, franchement, je sais pas ce qu'on peut faire de pour vous. Oui. On a déjà évoqué les sports d'hiver à maintes reprises dans le CSC, sans pour autant s'arrêter spécifiquement dessus. Alors il y a eu par exemple Moatonia. Épisode 5. Ouais, bien. Miracle. Épisode 11. Ok. Eddie the Eagle. Épisode 4. Bien. Rasta Rocket. Épisode 16. Ah ouais, comme ça, à deux têtes, quoi. Ouais. Bon, par contre, Snowboarder, pas moyen de me souvenir quand est-ce qu'on en parle. Hein, ah ouais, bah les nanars, on veut plus en parler en fait, quoi. Ah d'accord, épisode 9 donc. C'était ça. Voilà. Mais il y avait feu, glace et dynamite aussi. Je parlais un peu de dur. De neige, mais bon, bref. Le sport d'hiver a une esthétique bien à lui. Des décors naturels blanchis par la neige, des costumes rembourrés et très colorés, du matériel et un vocabulaire bien spécifique, sans oublier un côté élitiste, et oui, encore des disciplines de riches, qui permet de s'en faire comme une critique sociale ou ressort comique. Et puis, ça peut aller vite. Le danger n'est jamais loin dans ces sports qui, pour la plupart, sont extrêmes ou presque. Oui. Et ces conditions ne facilitent pas la production de films sur le sujet. On l'a déjà vu par exemple pour les films de voile, mais ce type de scène en extérieur est un cauchemar de réalisateur. Alors même si vous n'aimez pas le froid, sortez de vos placards votre plus belle tenue fluo de ski et prenez votre forfait pour l'étoile des neiges. Ah mais attention, l'étoile. Oui, tout à fait, par rapport à se faire une toile, tu sais, comme au ciné, quoi. Mais trop fort. Bon, depuis qu'on fait ce podcast, il arrive qu'on se lance dans un film avec comme seule motivation, c'est un film de sport, oui. Tu connais ça. Voilà. Et je dois avouer que c'était un peu mon état d'esprit en tombant sur ce premier long métrage de Farid Bentoumi, Good Luck Algeria, de 2016. Mais mon sens du sacrifice, allié à mon amour sans faille du Ciné Sporting Club, m'ont encouragé à lancer ce film. Rassuré par le casting, avec Sami Bouajila, Chiara Mastroianni et Franck Gastambide, alors que j'apprécie finalement assez quand ils jouent dans des rôles un petit peu sérieux, je découvre donc cette histoire qui ressemble un peu à Rasta Rocket, sur le papier. Ouais. Sam et son ami Stéphane dirigent une entreprise de ski haut de gamme dans les Alpes, mais qui rencontre de grosses difficultés. Alors pour redresser la barre en se faisant de la pub, ils décident d'essayer de qualifier Sam aux épreuves des JO de ski de fond. Et comment vas-tu me demander? Eh bien en jouant sur sa double nationalité et en l'inscrivant sous licence algérienne, ce qui lui permettra de renouer avec ses origines. Et le film est vraiment sympa et plus malin que ne laisse suggérer l'affiche. Ouais, alors je vous laisse la découvrir. On peut croire une comédie potage bien française et tout ça. Ah, c'est ça, donc pitié, faites un effort sur les affiches. On va le voir. Exactement. Et on n'est pas sur la farce de l'Algérien qui tombe en enfilant ses bottes de ski. Sam est avant tout français et il a grandi en Haute-Savoie, donc il sait skier et même plutôt bien. Mais c'est surtout qu'il n'est pas trop préparé physiquement, qu'il a plus trop l'âge non plus et qu'il va devoir se battre avec la fédé algérienne pour toucher des subventions. En fait, c'est plus en Algérie qu'il ne se sent pas à sa place et qu'il va devoir s'intégrer. L'histoire change des clichés sur les Français d'origine maghrébine, qui viendraient forcément des quartiers difficiles, etc., et s'en sortiraient par le sport, et qu'on a vu déjà 1000 fois. C'est clair. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous au Ciné Sporting Club, c'est que l'histoire est inspirée de faits réels et qui sont arrivés aux frères du réalisateur Nourdine Bentoumi. Ouais, ça c'est ouf. Ça c'est dingue. Ouais. Alors j'ai bien dit inspiré, parce que c'est pas exactement la même, notamment tout le côté entreprise en faillite qui est inventé pour justifier un peu le contexte. Oui, il faut qu'il y ait un scénario quand même qui soit crédible. Voilà, la vie réelle ne suffit pas forcément. Bentoumi, dans la réalité, c'est un ingénieur brillant chez HP, qui est fondeur au niveau national au club de Grenoble. Et c'est dans son club qu'il apprend qu'un autre binational s'entraîne pour la Hongrie. Et c'est là que Nourdine se dit qu'il y a peut-être une aventure à tenter avec pour objectif les JO de Turin.
Ah, il se retrouve alors dans une aventure qui le dépasse, avec les imbroglios face à la fédération algérienne, les stages avec l'équipe de France grâce à un accord interfédé, les premiers championnats du monde en Allemagne où il est le seul représentant de son pays, et donc ordre alphabétique oblige, tu sais, il ouvre la cérémonie d'ouverture, voilà. Et puis, hélas, le racisme à peine dissimulé, mais comme le dit Nourdim Bentoumi en rigolant, en stage avec l'équipe de France, il était le seul qui venait de Chamonix. D'accord. Voilà. Enfin, les JO de 2006 et l'épreuve du 50 km, qu'il ne finira hélas pas, car son rythme était insuffisant. Et il a donc été disqualifié au 28e kilomètre. Oui, c'est quand même honorable. Ce qui est quand même ultra honorable. Voilà. Donc la boucle sera bouclée d'ailleurs grâce au film de son frère, dans lequel c'est lui qui doublera les scènes de ski de Sami Bouajila. Et ce genre d'histoire, au CSC, on en raffole. Complètement. Alors on va rester sur le ski de fond, mais avec des pays qui sont plus habitués que l'Algérie quand même. Urspar. Qu'est-ce que tu dis? Non, alors c'est pas le nom d'un modèle d'étagère en kit. Ça y ressemblait. Mais c'est bien le titre du film suédois dont je vais vous parler. Ok. Qui a un petit lien quand même à la Suède. Oui, c'est le seul. Voilà. Mais on va arrêter le massacre sur la prononciation et on va plutôt en parler avec son titre français, Sortie de piste. Urspar veut dire hors piste, mais bon, ça devait probablement être déjà... Ouais, on est pas très... Ça aurait été mieux hors piste, finalement. Ouais, sûrement. Donc, il s'agit d'une production Netflix de Martin Klingberg, alors je suis désolé, vraiment, qui raconte les déboires de Lisa, jouée par Katia Winter. Alors là, ça va, je m'en sors. Oui, c'est d'autant qu'elle le porte plutôt bien pour le coup, quoi. Oui. Voilà. Mais alors, rien à voir avec la chanteuse Ophélie. Ah, t'as cherché quand même. Ouais. Bref, les déboires de Lisa, donc c'est une mère célibataire au fond du trou, ou devrais-je dire de la crevasse, totalement paumée et désespérée dans sa vie, qui décide sur un coup de tête de participer à la grande course de Vassalopette. Alors c'est pas une blague, c'est vraiment son nom dans le film, la Vassalopette, elle existe. C'est une véritable course de ski de fond qui est mythique en Suède. Et quand je dis mythique, attention, c'est chaque premier dimanche de mars, donc chaque année, vous pouvez cocher la date, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt. Donc se tient cette course de 90 km quand même, c'est un beau marathon, avec près de 15 000 participants au départ chaque année. Et pour être plus poussé, c'est du ski de fond en style classique obligatoire. Alors j'explique, c'est-à-dire les skis toujours parallèles en fait. Donc l'autre style, tu vois, le skating avec les skis qui sont vers l'extérieur là, c'est totalement prohibé. Voilà, donc on est vraiment sur la marche en fait. Les puristes, Et pour vous donner une idée, les meilleurs, donc des professionnels, ils la terminent autour des 4h30, 4h30. Mais pour les autres, les amateurs, parce que c'est une course ouverte à tout le monde, c'est un véritable enfer de plus de 10 heures. Donc c'est une bonne balade quand même, on va dire ça, à laquelle notre Desperate Housewife Lisa veut se frotter. Quoi. Et donc, notamment pour donner un sens à sa vie et se prouver qu'elle est capable de se surpasser. Et pour y arriver, elle sera accompagnée de son frère Daniel, un PDG qui semble avoir une vie parfaite en apparence. Qui semble, et oui, parce que évidemment ce n'est que des façades, voilà, vous vous en doutez. Alors Daniel, il est quand même plus expérimenté que sa sœur et il a plus l'esprit compétitif, mais malgré ses doutes, il va quand même l'accompagner dans sa préparation à la grande course, à laquelle il va participer lui aussi d'ailleurs. Oui, parce qu'ils savent quand même en faire un minimum dans le film. C'est là que tu t'en rends compte. On les voit jamais s'entraîner d'ailleurs dans le film. Voilà, bon, on en reparle plus tard. Dans les films de sport, mais tu te rends compte effectivement que tout le monde en Suède a au moins sa première étoile en ski de fond. Quoi. Il doit être sympa le programme en EPS. Oui, on sait sur quoi il est orienté. Et c'est au fil des entraînements, des tensions et des épreuves qu'ils vont redécouvrir leur lien familial, se confronter à leurs échecs, perso, etc. Voilà, t'as compris quoi. On est sur une comédie plutôt feel good, avec sa touche de développement personnel. Et évidemment, le thème très récurrent du dépassement de soi qu'on a vu maintes et maintes fois dans le ciné sportif. Dans le sport. Et même si c'est un peu du déjà vu et plus ou moins prévisible, c'est finalement un film plutôt touchant, notamment dans la relation frère-sœur entre Lisa et Daniel et leur vie que l'on suit en parallèle. D'accord. Et alors, justement, le ski de fond dans tout ça, il y a alors, si vous cherchez les émotions sportives et même du sport, en fait, je vous conseille de passer votre chemin. Comme je le disais, le dénouement, il est assez prévisible. Et franchement, alors même si l'ouverture du film nous montre un clip d'archives sur le ski de fond plutôt joli, on voit qu'il a traversé les âges, tout ça, avec une voix off qui fait un laïus sur le dépassement de soi, etc. Le reste du film, il se concentre surtout, et même totalement, sur les problèmes conjugaux de Daniel et la déprime de Lisa, et leur combat pour en sortir. Voilà, c'était un peu ma mauvaise surprise, finalement, et j'avoue ne pas être passé loin du déclassement au sein du Ciné Sporting Club. Ah, carrément, car on les voit quasiment jamais s'entraîner, en fait. Voilà, les scènes de ski, elles sont très rares. Le sport, il est clairement mis en retrait, pour ne pas dire absent, en fait. Et du coup, c'est plutôt genre, bon, allez, Fabien, on se fait un petit marathon la semaine prochaine. Ah oui, je suis chaud, mais on va se bouffer une raclette peut-être avant. Oui, voilà, c'est exactement ça. Bon, après, tu me diras, la Vassalopette, elle couvre quand même 20 bonnes minutes de la fin du film. Pas mal, mais c'est vraiment une toile de fond, finalement. Les plans sont surtout sur Lisa et Daniel, en plan rapproché,
accrochés sur leur visage, qui sont en souffrance d'ailleurs, et pas tant que ça en plus finalement. Ah ouais, et on ressent pas de véritable ferveur autour de la course, donc c'est un peu dommage. Et on ne mise absolument pas sur l'esthétique du sport, hein. C'est un peu les regarder marcher en fait. Voilà, bref, c'est un film mignon pour ceux qui traversent la crise de la quarantaine, hein. On va pas dire qui. Je vois pas qui. À voir en version originale, bien sûr, hein, sous-titré, parce que je suis pas sûr que vous connaissiez le suédois, encore que. Il y en a. Voilà. Donc voilà, c'est plus de dépaysement comme ça. Mais en tout cas, film de sport, je me suis fait mon idée. On a tout fait là, tout est prêt. La pub, les skis pour Johansson, le marketing. Alors tu vas le remplacer, puis c'est tout. Les Jeux Olympiques. Ouais. Hey, tu vois, c'est là où tu te gourres. Parce qu'un Algérien sur des skis, mais c'est 1000 fois mieux qu'un Suédois. Alors, je vais maintenant vous parler des Rois du patin ou Blades of Glory de 2007, les lames de la gloire, de 2007 déjà, de Josh Gordon et Jim Speck. Bon, les comédies sportives avec Will Ferrell, ça va devenir un peu ma spécialité, je sens. Hein. Alors avec Ricky Bobby, un roi du circuit, vous vous rappelez, dans l'épisode 6, moteur, et bientôt semi-pro hein, aussi, dont on va parler dans un épisode sur le basket. La légende du Saturday Night Live s'est aussi attaquée au patinage artistique dans Les Rois du patin. Nous allons suivre l'histoire de deux patineurs que tout oppose. Chaz Michaels, oui. Hein, donc qui est joué par Ferrell. C'est un bad boy du patinage, collectionnant les conquêtes et les embrouilles, qui se retrouve face à Jimmy McElroy, qui est joué par Jon Heder, un minet surdoué et très propre sur lui-même. D'ailleurs, ça me fait penser, maintenant que tu le dis, à je sais pas si tu te rappelles de 7 Days in Hell. On a un peu ce même stéréotype de joueurs que tout oppose, en fait. On a le bad boy et l'autre, au contraire, très formaté pour le sport. Le sportif lisse, un peu, exactement. Et donc, nos deux ennemis, ils se mettent sur la tronche lors des Jeux Olympiques et se retrouvent exclus de toute compétition par leur fédération. Alors après leur descente aux enfers, hein, chacun de leur côté, ils découvrent que le seul moyen de repatiner est de profiter d'une lacune du règlement en participant au concours en double et ensemble. Et oui. Donc ils vont affronter un couple malsain de frères et sœurs, hein, joué par les excellents Will Arnett et Amy Poehler, encore toute l'équipe du SNL. La comédie joue beaucoup, voire entièrement, hein, sur des décalages entre les codes virilistes habituels du sport, hein, genre trash talks, intimidation et coups bas, face aux tenues colorées et au décorum un peu plus kitsch du milieu du patinage artistique, quoi. Bon, pour parler franchement, ça fait beaucoup de blagues appuyant sur l'image gay-friendly du patinage artistique et sur l'absurdité de jouer les machos quand son costume est couvert de paillettes et de franges, quoi. Et hélas, ça s'arrête un petit peu là au niveau de la mécanique comique. Et dans tous les sens du terme, hein, parce que Les Rois du patin, est un peu un entre-deux en fait. On peut se dire qu'il est too much, hein, ou on peut se dire qu'ils n'y vont même pas assez dans l'outrance, ce qui laisse un peu planer une ambiguïté sur les propos du film. Pas trop où ils veulent en venir. Non, voilà. Parce que le film est quand même lourd par moments, et que paradoxalement, nos héros défendent le droit d'inscrire des couples non mixtes au concours, hein, ce qui est un angle plutôt pas mal. Hein, c'est même d'actualité aujourd'hui, puisque très récemment, la patineuse française Gabriela Papadakis vient d'annoncer son souhait de s'inscrire pour un concours de gala en compagnie de la patineuse américaine Madison Hubel. Et ce serait une première, puisque ce serait bien sûr pour envoyer un message sur une image du couple plus ouverte dans le monde du patinage. Exactement. Et d'ailleurs, finalement, volontairement ou pas, le film il remet un peu l'église au centre du village, hein, il fallait que je la place, en mettant en avant la difficulté et la dangerosité de ce sport de haute voltige ultra exigeant, un peu ridiculisé hein, parfois à cause de son côté artistique justement, et toujours ces foutues paillettes. Ceux qui ont déjà été sur une patinoire et qui se sont déjà vautrés sur la glace savent que c'est pas de la mousse. Non, c'est pas cadeau quoi, voilà. Et d'ailleurs c'est un danger que Jon Heder aura vécu dans sa chair en se cassant la cheville sur le tournage, donc l'acteur, hein, alors qu'il exécutait une partie du programme, parce que voilà. Et les acteurs, ils n'ont pas non plus fait d'ailleurs toutes les scènes, hein, puisque Brian Boitano, donc qui est médaille d'or hein, quand même aux Jeux de 88, 2 fois champion du monde et 4 fois champion des US, ainsi que Sacha Cohen, qui elle a été médaillée d'argent au JO de 2006. Ils ont assuré les doublures de luxe lors du tournage. Et, ces scènes de patinage ont d'ailleurs été tournées pendant les vrais championnats des États-Unis à Los Angeles. Alors, j'ai pas réussi à savoir si le public a pu vraiment en profiter, mais si c'est le cas, ils ont dû en avoir pour leur argent, quoi. Voilà. Connaissant Will Ferrell, il fait souvent des apparitions pour ses films dans des véritables. Ouais, c'est vrai qu'il est assez amateur du truc. Bon voilà, donc vous aurez compris, c'est un film pour les amateurs du genre. Hein. Si vous n'êtes pas des aficionados
cause de la team Ferrell de base, les rois du patin, c'est pas ça qui va vous convaincre. Pour les autres, par contre, foncez. Allez-y. Pour le film suivant, on va rester à la patinoire, mais avec un sport, pour le coup, beaucoup moins tendre. Et je vais être plus élogieux que mon film précédent, là. Ouais. Bon, tu te rappelles qu'on a souvent vu l'exemple du film où un coach remet une équipe dans le droit chemin pour les emmener au sommet. Bien entendu. Et ben, pour le prochain, c'est plutôt la stratégie inverse, en fait. On va parler de hockey sur glace, et vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans le monde gentil des petits champions. Épisode 16, hein, d'ailleurs, sur Box Office Day. Ah, tu vois, c'est simple. Non, ça on retient. Il s'agit d'un film américain de 1977, et le titre en dit plutôt long. La Castagne. Tout est dit. Ou slapshot en anglais. Alors ça veut dire tir frappé, double sens avec le nom d'un geste de hockey. Ouais, c'est vrai. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il porte plutôt bien son nom, car on est sur un film que je qualifierais de sévèrement burné en fait. Là c'est l'histoire d'un entraîneur-joueur, Reggie Dunlop, joué par Paul Newman, qui décidément, même sur une patinoire, nous renvoie encore à la bagnole. Hein. Toujours. Reggie Dunlop. Ouais, c'est vrai. Et ce Reggie, il est à la tête d'une équipe pro de division inférieure qui va très mal. Alors on a une grosse série de défaites, une impopularité qui est monstrueuse auprès de leurs fans, et un président qui souhaite filer à l'anglaise en souhaitant revendre la franchise. Ouais. Car autour de tout ça, mine de rien, il y a une toute petite dimension sociale, très légère, hein, on est aux États-Unis quand même. Car l'usine de la ville Charleston, qui employait 15 000 ouvriers, va fermer. Et là où le film te prend un peu à revers, c'est que la problématique, elle est vraiment du point de vue de la franchise. En gros, c'est « Oh, non, on est dans la merde, l'usine va fermer, et les gens, du coup, n'auront plus assez de blé pour venir voir nos matchs. » Voilà, en gros, la dimension sociale, elle s'arrête là. On est sur une dimension sociale plutôt capitaliste. Légèrement. Bref, on en revient à l'équipe, donc les Chiefs de Charlestown, justement. Donc Reggie Dunlop est donc à la tête de cette équipe médiocre, constituée de bourrins, queutards, un peu teubés, quoi. Et après de nombreuses défaites, le chairman, ou le président du club, achète 3 nouveaux joueurs, les frères Hanson. Oh. Oh oui, non, pas eux, hein. Mais je vous jure, ils s'appellent vraiment comme ça dans le film, hein, c'est ce qui est assez drôle. Et ils sont vraiment frères, et ils sont 3. Hein. Mais ils ressemblent pas du tout au groupe de chanteurs blondinés gentils des années 90. Dommage. Sur tous les aspects, vous allez voir. Hein. Alors déjà, la dégaine, donc ils sont plutôt bruns, cheveux longs et gras, grosses lunettes à double foyer, et surtout vraiment pas des flèches mentalement. Hein. Ils ont plutôt des airs de Didier Bourdon dans Tournée Ménage, tu vois. D'accord, je vois. Voilà. pas d'image, en effet. Et attention, hein, pour l'anecdote, alors là, il faut suivre. Hein. Donc il y a 2 des 3 frères Hanson qui sont joués par de véritables joueurs de hockey, les frères Clarkson. Ok, là ça va. Ce sont ces mêmes frères Clarkson qui ont inspiré les personnages d'ailleurs des frères Hanson. D'accord, très bien. Et le 3e frère, Hanson, il est joué par un autre joueur qui s'appelle Jack Hanson. Voilà, je commence à te perdre, hein, déjà. Ouais, je sais plus là. Donc voilà, hein, bon bref, ne vous en faites pas, c'est pas si important que ça, et c'est la seule chose autour du film qui peut vous faire des nœuds au cerveau en fait. Hein. Parce que pour le reste, on est sur du brutal, quoi. Car ces frères Hanson, sous leur apparence de gros nerds, s'avèrent être de véritables tueurs sur la glace, et je parle au sens propre du terme. Ils sont là uniquement... pour la castagne. J'adore quand un Lopez dit la castagne. La castagne. Donc sur la glace, les 3 frangins sont juste assoiffés du sang de leur adversaire, hein, et pour n'importe quel prétexte, n'importe quand, voilà, ils leur tombent dessus, et avec une violence. Alors voilà, c'est pas dissimulé, hein, ça y va, c'est totalement gratuit, et c'est finalement ce qui va redonner de la popularité à l'équipe, justement, et ça va changer leur statut de loser en celui de bad boy totalement craint par toute la ligue, en fait. D'accord. Et les victoires, elles vont forcément aller avec. Hein. Du coup, notre Reggie Dunlop va miser sur cette stratégie et encourager ses poulains à user d'un jeu ultra violent. Voilà, tu comprends du coup pourquoi on a une stratégie plutôt inversée par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Alors, et ce qui est bien dans le film, c'est que tu vois quand même pas mal de hockey, hein, et des marrons, t'as compris, t'en as à l'appel. Hein. Et c'est plutôt très drôle. Je me suis pris plusieurs barres de rire devant le film, et il passe tout seul. Pour les personnages, dont Reggie Dunlop, tu passes ton temps à te dire finalement que c'est vraiment des gros connards. Hein, voilà. Et parce qu'en dehors de la glace, ils ont aussi toute la palette. Hein. Ils sont assoiffés d'alcool, vulgaires, infidèles, misogynes, homophobes. Ouais, en effet. Par contre, bon... Il y a pas mal de répliques du film qui m'ont un peu gêné, qui sont limite à ce niveau, hein, au niveau de l'homophobie, justement. Et c'est pas là pour dénoncer, et c'est même plutôt assumé, d'ailleurs. Bon. Alors, même si on peut remettre quand même les choses dans leur contexte, c'est la fin des années 70, c'est un vestiaire de hockeyeurs, donc vous vous doutez qu'on récite pas du Baudelaire et du Verlaine. Non, quoi. imagine. Mais il y a quand même plusieurs fois où tu te dis, aujourd'hui ça passerait pas, quoi. Voilà. Surtout que le truc ouf, c'est que c'est une femme qui est quand même derrière le scénario. Ah, ok. Voilà, Nancy Dowd, dont le frère jouait dans une véritable équipe qu'elle est allée observer pendant plusieurs semaines. Et dont certains membres jouent dans le film d'ailleurs. C'est étonnant, Hormis ça, c'est franchement un film vraiment cool, hein. J'ai été agréablement surpris. Il y a beaucoup d'action, les scènes de hockey et de boxe, du coup, sont super bien filmées, c'est hyper violent, il n'y a pas de censure, quoi. C'est très dynamique et très réaliste. Voilà. Le matériel et les costumes d'époque
l'époque sont assez amusants à voir. Surtout le détail surprenant que le port du casque à l'époque, dans les années 70, n'était pas obligatoire. Ah oui, sérieux, c'est Ouais. Alors du coup, c'est assez incroyable de voir du hockey sans casque. Ça va faire Maintenant, bizarre, ça paraît inconcevable. Mais... Donc en tout cas, le film est vraiment propre techniquement et il m'a pas semblé souffrir de lenteur pour ma part. Voilà, donc La Castagne, c'est un film dopé à la testostérone, vous l'avez compris. Ça boit, ça jure, ça bagarre, mais ça joue aussi au hockey. Donc c'est une bonne surprise pour moi, je n'avais jamais eu connaissance de ce film avant nos recherches, il aurait vraiment pu mériter un statut de film culte, je pense, auprès des gens. Donc il est encore temps, hein, et c'est très marrant, ça envoie du lourd, mais par contre, c'est vraiment pas à montrer à vos enfants. Non. Bon, écoutez les gars, ce soir, on joue en finesse. Hein. Nous avons des cervelles, alors utilisons-les. Soyons rusés. Une tactique intelligente, ça vaut mieux que des gros bras, compris? Connaissons tous les trucs du hockey, servons-nous-en. Il a raison, il faut les savoir jusqu'à l'os, ces On va salopards. les baiser, ces fumiers, Un vous coup de verrez. poing dans le cul, Ouais, t'arrives, on les aura. Dans l'os, ils l'ont. Avant de vous parler de la descente infernale, je vais vous en révéler un peu sur les coulisses du CSC. Non, pas ça, t'inquiète pas, Romain. On tient un fichier Excel en ligne qui recense tous les films de sport qu'on connaît. Hein. Pour info, on a atteint les 300 hors documentaire. On en était loin au début. Hein. Et oui, ça a commencé très bas. Et alors, tous les fous de tableur Excel le savent, lorsqu'on rentre une donnée dans une case, il y a une saisie automatique, hein, si jamais le mot a déjà été tapé. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on avait un réalisateur, en l'occurrence Michael Ritchie, qui apparaissait souvent. C'est vrai. Et pas étonnant en fait, hein, parce qu'en plus donc, de la descente infernale en 1969, le bourg il a aussi réalisé La Chouette Équipe, qui parle de baseball, hein, de 76, Les Faux Durs, parle là de foot US en 77, Femme de choc, à nouveau du foot US en 86, La Révélation, là il revient au baseball en 94, d'ailleurs avec Brendan Fraser, hein. La Nuit du défi, alors en 92, et qui parle de boxe clandestine, ça je suis assez curieux de le voir. C'est vraiment sur un réalisateur de films de sport. Complètement, et alors là encore je vous épargne les téléfilms, hein. Les téléfilms pardon, mais pas le fait qu'il était aussi scénariste sur Rasta Rocket. Et oui, voilà. D'accord, donc on a un habitué quoi. Ouais, bref, un gars qui a 2 doigts d'avoir sa statue au Ciné Sporting Club. Donc plus sérieusement, La Descente Infernale, ou Downhill Racer hein, en VO, est le premier film de sport de Ritchie, qui se permet le luxe quand même d'avoir Robert Redford et Gene Hackman au casting, ce qui est pas mal pour une première. Alors l'intrigue de base, elle est simple. Hein. David Chappelle, joué par Redford, est appelé en remplacement de la star de l'équipe de ski américaine qui s'est blessée à l'entraînement. Il rejoint l'équipe en Europe, hein, qui est donc coachée par Eugene Clear, qui est joué par Gene Hackman, voilà, en Europe. Et donc, bien sûr, Chapelet, c'est un solitaire, arrogant et sauvage, mais qui surtout ne montre aucune envie de faire équipe avec le reste du groupe. Voilà. Donc, au milieu de ça, ils vont s'entremêler des histoires d'amour, bon, qui sont pas franchement passionnantes, mais l'intérêt n'est pas là. Parce que ce dont je voulais vous parler, c'est que Downhill Racer, c'est un très bon film de ski, peut-être même, parmi ceux que j'ai vus, en tout cas pour l'instant, celui qui montre le mieux le sport, surtout pour l'époque. Hein. Alors tout d'abord parce que les scènes de ski à proprement parler, elles sont nombreuses, elles sont très 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 bien filmées, on ressent les dénivelés, la vitesse, voilà. Michael Ritchie, il abuse de caméras embarquées, hein, et je rappelle qu'on est en 69. Oui, c'était pas des GoPro là. Ouais, voilà, c'était pas des GoPro, donc je sais pas ce qu'ils ont mis comme matériel, mais ça devait être impressionnant. Et tout ça, c'est tant mieux, quoi. Et en plus, dans un sport qui est encore jeune, hein, à l'époque, avec zéro sécurité, tu regardes les images, les spectateurs, ils sont collés au bord de la piste, c'est n'importe quoi, c'est une vraie folie, quoi. Et puis, Redford, hein, qui a bien travaillé son planté de bâton, parce que la plupart du temps, on le voit, c'est lui, quoi, sur les pistes, voilà. Alors, tout ça, en plus, a été tourné en milieu naturel, alors en France, Autriche, Suisse et aux États-Unis. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on ressent l'immensité des décors, le silence qui est uniquement coupé par le crissement des skis sur la neige, et puis la tension de ces épreuves, quoi. Alors, pour ajouter au décorum, les scènes de compétition, elles ont été tournées lors de 4 manches du championnat du monde 1969. Voilà. Et alors, ce qui le rend encore plus immersif, et quelque part aussi, c'est ce qui fait son défaut, c'est qu'il décrit aussi la vie quotidienne de skieurs de haut niveau, en tout cas à l'époque, hein, et c'est pas uniquement du tout chousse. Hein, voilà. Il y a les trajets, l'attente entre les compétitions, la vie en équipe, hein, dans des hôtels qui se ressemblent tous, quoi. Donc rien d'exaltant. Alors certes, ça ralentit un petit peu le film, mais ça ne fait que mettre encore plus en valeur ces moments rares de pure liberté lors des descentes. Hein. Donc oui, nous aussi, en tant que spectateurs, bah, on les attend, quoi, on les trouve trop rares. Et en même temps, ce qui est logique aussi, c'est que combien de préparation pour finalement 1 minute sur la piste, quoi. C'est ça qui est bien rendu, quoi, voilà. Alors,
Ça pose aussi bien entendu la question de faire équipe dans un sport qui au final est individuel. Vrai, ouais. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve mais pas tant que ça. Est-ce qu'on peut gagner sans être un salaud égoïste alors que c'est la compétition même qui l'exige quoi. Avec Gene Hackman qui est un très très bon coach au milieu de tous ses égos. Et il faut voir la jeunesse du film en elle-même, elle ressemble un peu à un slalom, quoi, parce que les réserves pressenties se sont relayées les uns les autres, dont Polanski, quand même, au milieu. Paul Anski. Oui, putain, bien vu. Je sais pas d'où elle sort, mais bravo. Et ensuite, des procès entre la production. Il y a eu aussi les auteurs d'un livre dont l'histoire elle aurait été tirée. Et même Robert Redford, qui avait presque abandonné le film, qui s'est fait rattraper, menacé par des procès, qui finalement donc il s'y remet, et en plus très sérieusement, quoi, parce que pour ça il rejoindra la vraie équipe américaine de ski en 68 pour l'accompagner dans ses déplacements sur tous les championnats du monde et dans les mêmes conditions qu'eux, dans le bus, tout ça, pour peaufiner le personnage et la direction du film, parce que voilà, il en fera partie aussi. Redford, c'est là que tu vois aussi que c'est un vrai surdoué quand même, parce que un peu dans ce genre de rôle qui tiendra bien plus tard et dont tu as parlé d'ailleurs dans All Is Lost, voilà, épisode 15, plan large, c'est-à-dire en gros un rôle avec très peu de dialogue où il faut faire passer l'émotion avec subtilité, et ça lui il le fait brillamment, quoi. Voilà. Donc, vous aurez compris, j'ai aimé La Descente Infernale, car selon les critères que l'on vous énumère depuis un moment au Ciné Sporting Club, c'est tout bêtement un vrai film de sport. Ça, c'est voilà. bien, ouais, c'est vrai. Et alors, juste aussi, pour terminer, une petite anecdote, Sylvester Stallone, il apparaît comme figurant dans une scène, dans un restaurant, voilà, il est serveur. Alors, j'ai cherché, mais franchement, c'est impossible à vérifier. Ouais, il avait un bonnet et le masque sur les yeux. Même pas, tu vois. D'accord, donc La Descente Infernale. Je recommande. Pour le dernier film, on reste sur les skis et on termine avec Slalom, un film franco-belge réalisé en 2020. Alors je dis réalisé et non pas sorti, car il fait partie de ces nombreux films un peu passés entre les gouttes, enfin les flocons, bien vu. Puisqu'il a souffert de nombreux reports, la faute encore à un certain virus. Et il a dû attendre mai 2021 quand même pour pouvoir sortir dans quelques salles. Mais la liste d'attente était longue, donc toutes les salles ne l'ont pas sorti, malheureusement. En plus, ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'il faisait même partie de la sélection officielle au Festival de Cannes 2020, qui n'a jamais eu lieu. Alors, il s'agit du premier film de la réalisatrice française, Cocorico, Charlène Favier, également à l'écriture du scénario. L'histoire, elle se déroule à la section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. On y suit les traces de Lise Lopez, une cousine, Fabien ? Oh, certainement, faut que je cherche. Jouée par la prometteuse Noé Habitat. Lise a 15 ans et elle y suit un programme d'études et d'entraînement intensif pour atteindre ses ambitions en ski alpin, donc championnats régionaux, nationaux, internationaux. Et tout ça sous la houlette d'un coach, Fred, joué par Jérémy Régnier. Alors avec dureté, ce dernier va pousser Lise à se dépasser et à enchaîner les victoires. Ce qui va créer chez elle une profonde admiration pour son mentor et du coup une terrible emprise du coach sur son élève. Alors Lise est seule, sa mère est loin et la calcule à moitié, elle est écartée par les autres élèves et elle ne se sent comprise et soutenue que par Fred, son coach. Lise est jeune et insouciante, et gonflée à bloc par la confiance que Fred met en elle, elle va se laisser entraîner dans une relation plus que malsaine et totalement dirigée par son coach. Lui-même également possédé par le pouvoir qu'il a sur elle et se laissant aller à ses pulsions les plus primaires. Car oui, Lise, en totale dépendance, ne veut ou ne peut rien lui refuser. Et vous l'avez compris, ce film aborde des sujets très forts, les abus moraux et sexuels dans le monde du sport. Charlène Favier brise un tabou et nous montre sans pudeur, mais avec subtilité, ces terribles dérives que peuvent subir ces sportifs et sportives. Slalom serait apparemment inspiré d'histoires vécues par la réalisatrice d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Alors elle fait sortir du silence ces jeunes qui suivent des programmes terriblement exigeants et qui se font manipuler et abuser sexuellement par leur coach, leur mentor ou leur supérieur. Ce film nous fait beaucoup réfléchir sur les terribles limites avec lesquelles certains coachs flirtent et malheureusement que certains dépassent avec leurs poulains qui pour le coup deviennent leur proie. Combien de sportifs et sportives ont vécu et vivent encore malheureusement aujourd'hui une situation de viol, de harcèlement moral, d'agression sexuelle, de manipulation, ou tout ça à la fois, de la part d'hommes ou de femmes qui leur miroitent des rêves. Combien se taisent finalement aussi. Ouais, on peut pas savoir. Combien ont eu peur de dire non au risque de perdre leur but, surtout, c'est ça. Ce sont des questions justement qui ressortent du film Slalom. Et on se rend également compte dans le film de la dureté des formations et des sacrifices que peuvent faire les sportifs visant le haut niveau. Donc on voit beaucoup de scènes de préparation physique entre les compétitions. Lise n'arrête pas de s'entraîner, même dans sa chambre, on la voit, elle fait des échauffements, enfin voilà, du cardio, tout, elle n'arrête pas. Et elle est totalement focus sur ses objectifs. Et sur Fred, vous l'aurez compris. On sent bien que c'est un monde qui n'est pas à la portée de tous d'ailleurs. Et les scènes de ski, pour parler des scènes de ski, elles ont été réalisées avec doublure. Elles sont très bien filmées, très dynamiques, au plus proche. On entend comme pour La Descente Infernale, on entend surtout le ski, le claquement des portes sur les tibias, enfin voilà.
Mais elle reste un peu rare dans le film quand même, c'est ça qui est dommage. Finalement, on ne voit Liz sur les skis que pour les quelques compétitions auxquelles elle participe. Et ce qui finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez réaliste parce que combien d'heures sont passées dans les salles d'entraînement pour arriver finalement à une descente qui dure à peine plus d'1 minute. Ouais. Toutefois, je n'arriverai pas à dire qu'ici le sport n'est qu'une simple toile de fond à un sujet sociétal grave. Ah non, ouais. Bien au contraire. Non, c'est clair. Justement, on est malheureusement et très justement en plein cœur du sport, du vrai, et de ses dérives encore trop tabous. On voit beaucoup de sport à travers cette relation coach-poulain, et parfois donc sous sa pire facette, et c'est tristement celle qu'on connaît le moins. C'est celle on découvre de plus en plus. C'est celle qu'on tait le plus, malheureusement aussi. Voilà. Un dernier mot sur l'aspect plus technique. Le film, il est vraiment bien foutu pour qu'on ressente la terrible solitude et la détresse de Liz dans cette situation. Ouais. Donc on a énormément de silence, sans créer de longueur d'ailleurs. Les plans sur les montagnes silencieuses sont des cartes postales. Et la photographie, le travail sur la lumière de certaines scènes est vraiment magnifique. Le jeune acteur du duo Habitat et Régnier, il est parfait. Leur relation, elle est brillamment jouée. Et on est constamment dans le malaise et l'ambiguïté, en fait. Voilà. Et franchement, bravo à Charlène Régnier pour son film. Je vous invite vraiment à le regarder. Et particulièrement à méditer sur le dernier mot prononcé par Liz dans le film. Ok, on ira voir ça. T'as fait fait exprès? Est-ce qu'un jour, tu vas me passer ces portes jusqu'au bout? Sinon, ça sert à rien. Nous avons vu que les films sur les sports d'hiver sont nombreux si on les prend dans leur généralité. C'est lorsqu'on se concentre sur un sport en particulier que l'on se rend compte que même dans le cinéma, il peut souffrir d'un manque de notoriété internationale. Le public à qui ça parle est forcément restreint. Oui. Et la neige et la glace ont pourtant été le décor de nombreuses œuvres cinématographiques. Elles permettent un travail sur le son, sur la lumière et les contrastes, sur la photographie donc, et donc au réalisateur de capter des images chargées d'émotions. Tout cela est évidemment propice à sublimer la représentation d'un sport. Et on l'a vu, le sport d'hiver peut nous offrir une grande diversité de disciplines, et donc de scénarios, d'émotions et de messages forts. C'est comme en vrai, on l'a tous vécu sur une piste de ski, on peut vite passer du rire aux larmes. Et se fêler une cote sur une piste bleue. Ouais, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais merci. Simple toile de fond ou sujet central au film, le film de sport d'hiver traite finalement des mêmes sujets que ses cousins de la saison chaude. Alors si t'as pas envie de payer un bras pour aller passer un week-end sur les pistes, ou pire de carrément te le péter en foirant ta descente de télésiège, fais-toi un chocolat chaud, mets-toi sous ton meilleur plaid et lance-toi un film de sport d'hiver, ça passe toujours, c'est sans risque et c'est certifié Ciné Sporting Club. Et si t'es encore en rate d'idées, tu le sais, on a maintenant pour toi la reco du Ciné Sporting Club, c'est en tribune, au chaud, dans ton canapé. Attention mesdames, c'est typique de Michaels, ça ne lui suffit pas de gagner, il veut faire l'amour au public. On va donc parler du film Le Roi du Curling de Ole Andresen. C'est un film norvégien de 2011. Alors est-ce vraiment surprenant que l'on ait un deuxième film scandinave dans un épisode sur les sports d'hiver finalement? Certes, mais en même temps, pour pondre un film sur un des sports que l'on aime le plus moquer, il fallait bien que ce soit des Norvégiens qui s'y collent. Oui, parce qu'il faut avant tout savoir que ce sport étrange est très populaire au pays des fjords, surtout depuis l'Euro olympique ramené en 2002. Mais Romain, je sens que ça va être une des seules fois du podcast où on doit expliquer le sport en lui-même avant même de raconter l'intrigue du film. Alors, je te laisse faire. Allez, attends, je pose mes lunettes au bout de mon nez. Oui, s'il te plaît, Père Castor. Alors, officiellement, le curling, c'est un sport écossais, et non pas scandinave. Ouais. Il signifie tournoiement, bouclage. Bon, il n'y a pas vraiment de terme français, mais bon. Et le principe est sensiblement le même que la pétanque, à la différence que le curling se joue à 4 contre 4, ou des fois en 2 contre 2 dans la catégorie double mixte. Et donc ça se joue avec des pierres de granit polies et taillées selon un certain gabarit aux normes. Donc 30 cm environ de diamètre et entre 17 et 19 kg le machin. Ouais, quand même. Donc le but est donc de faire glisser sur la glace, chacun son tour, la pierre vers une cible, qu'on appelle la maison, dessinée au bout de la piste. Alors ça se joue en plusieurs manches et ça peut être très long. Ouais. Voilà. Mais c'est un beau mélange de précision et de stratégie, puisque comme en pétanque, vous pouvez dégommer la pierre de l'adversaire pour placer la vôtre. Et je n'oublie pas, évidemment, la particularité qui fait que ce sport est particulièrement moqué et singulier, c'est que lors de votre lancer, vos coéquipiers peuvent utiliser frénétiquement un balai pour frotter et donc faire chauffer la surface de la glace qui précède la pierre et ainsi la faire fuser plus efficacement ou dévier de sa trajectoire. Alors, merci pour cet exposé, tu auras un bon point. En plus du coup des balais, là, on constate qu'à l'instar du bowling, de la pétanque, du tir et certains autres sports de précision de ce type, on va dire que les joueurs, ils n'ont pas forcément le physique d'athlète affûté, ce qui peut générer, encore une fois, des moqueries. Je sais pas si tu te rappelles, au dernier jeu d'ailleurs, il y avait un Américain qui avait été la star du curling pour ça, parce qu'il misait tout sur un look extravagant avec c'est vrai qu'il y a une coupe mulet, ouais, je le revois. Le chapeau de cow-boy, enfin bon, bref. Exactement, donc
ajoutez à ça des règles un peu obscures et vous comprendrez la réputation de ce sport. Et cet aspect n'est pas épargné dans le film. Non. D'ailleurs, tu parlais de bowling, mais on peut y voir un certain parallèle avec The Big Lebowski des frères Coen. Tant dans les personnages très décalés, voire complètement obsessionnels, ainsi que dans l'esthétique. D'ailleurs, on retrouve aussi des hommages à Wes Anderson, Ben Stiller et l'autre film dont je parle avant et qui a aussi été habilement traduit en français par Les Rois 2. Oui, comme les rois du patin. Voilà. Mais bon, on part dans les références sans même avoir décrit le film. Oui, cela dit, les références, c'est vrai que Wes Anderson, quand on voit le film, on les voit. Hein, il y a des plans dans les couleurs et puis dans les plans, dans la symétrie des plans. Ouais, côté pastel un peu, c'est vrai. Donc le héros, on va parler du film, oui. Truls Paulsen, joué par Atle Antonsen, désolé. C'est le capitaine un brin méticuleux d'une équipe norvégienne de curling. Et lors d'une finale, Truls sombre subitement dans la folie et finit à l'asile. Et 10 ans plus tard, il doit reformer son équipe pour à nouveau gagner le championnat local et récolter la somme nécessaire pour soigner leur ancien entraîneur atteint d'une maladie grave. En gros, le scénar classique chute, rédemption, mais le cœur du film n'est pas là. Ce qu'on aime, c'est cet humour scandinave complètement jeté, associé au côté un peu austère et obscur du curling. C'est un humour assez british quelque part, même si la patte nordique, elle est bien là. Alors c'est absurde, plutôt bien exécuté, avec de jolis plans et une étrangeté indéfinissable. Bref, c'est à voir, et en version originale par pitié. Oui, s'il vous plaît. Alors, petite tradition, quand on commence à prendre l'habitude, je t'ai préparé un petit jeu, Fabien. Ah oui. Sur le thème du sport d'hiver, plus précisément même du ski, en fait. Voilà, on va rester sur le ski. T'as compris, c'est ma passion. Et évidemment du cinéma. Voilà, donc c'est un peu le même jeu que tu m'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire de trouver un titre de film, mais un peu mélangé avec un jeu de mots sur le ski. Non, voilà. Je suis pas bon à ça. Non, tu vas voir. Ouais. Conflit spatial entre débutants de ski. Attends, c'est avec Star Wars ? Ouais, mais en français. Ah, la guerre des premières étoiles. D'accord. Bien joué. Un extraterrestre rouge et jaune arrive et se voit offrir par un paysan un plat qui le fait aller plus vite sur les skis. La soupe aux chousses. Bien. Ensuite, lui aussi, un peu tiré par les cheveux. Après avoir été couvé par 3 hommes, un bébé se lance dans une course où il faut franchir des portes. Slalom et un couffin. Bravo. C'est les plus durs que j'arrive en fait. Ok. Alors attention, celle-là je l'ai. Une pente de ski appartenant à un riche entrepreneur nazi qui a cédé sa fortune pour sauver des juifs. La piste de Schindler. Bien. Oui. Allez, attention, il en reste 2. Ouais. Praticien du ski qui contrôle les symboles des Jeux Olympiques. Attends, je l'ai. Le skieur des anneaux. Oui, c'est bon, putain, dur à dire. De pire en pire. Alors attention, ma préférée. Ouais. Un ancien skieur français, triple champion olympique en 1968, prêt à tout pour se venger de la bande de son ex qui a tué l'enfant qu'il portait. Oh putain, je l'ai. Celui-là, je suis fier quand même. Attends, c'est Kill Bill. Oui. C'est bon. Ah, je suis fier du dernier là. Voilà, bravo. Merci. Cet épisode touche à sa fin, déjà. Donc comme d'habitude, vous venez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming. Vous n'hésitez pas à commenter. Et en parlant de commentaires, cette fois, on va changer le format de la question. On va vous faire participer à notre petit quiz, comme celui qui m'a torturé à l'instant. Et la question va être posée par Romain. Voilà, alors petite question pour vous, spécialement. Donc trouvez-moi le film, mélangé avec un terme de ski. Donc c'est un conte avec de petits hommes qui apprennent la position pour freiner en ski. Oula, pas simple. C'est un film d'animation, voilà. Bon courage et on se retrouve au prochain épisode. Merci beaucoup. On va parler rugby en plus. Oui, du rugby. À bientôt. À bientôt, merci.